Bonjour, bonjour, Monsieur Cordier, Nathan Cordier. Merci d'être parmi nous. Aujourd'hui, on a voulu faire une interview avec vous pour comprendre le maïs d'un point de vue de l'analyse, comme vous le faites. Et depuis cette année, on a commencé à faire une rencontre au Moframex. Et c'est la rencontre entre les chercheurs universitaires, les scientifiques, les entreprises, des gens comme vous, vous êtes analystes de grains. Et on a voulu avoir leur point de vue et faire un espace et donner un espace pour échanger. Dans notre rencontre Moframex pour cette année, on a choisi le sujet de maïs et du nopal. Et dans la première rencontre, on a parlé du nopal en tant qu'un outil pour le textile, qui est quelque chose de nouveau. En deuxième volet, on a traité le sujet de maïs et de nopal dans la nutrition. Et pour cette rencontre, la troisième et la dernière de l'année, on a choisi le sujet de le maïs, une culture en évolution entre la génétique et les pratiques agricoles. Et pour connaître un petit peu plus sur votre parcours et sur votre travail, on souhaite que vous nous racontiez en quelques mots en quoi consiste votre activité professionnelle. Eh bien, bonjour et donc merci pour cette invitation. Donc moi, je m'appelle Nathan Cordier, je suis en charge de l'analyse des marchés donc chez Agritel, une société qui a été créée donc en 2001 pour répondre donc à des enjeux de volatilité dont allait faire face finalement l'ensemble des maillons de la filière en partant des agriculteurs jusqu'aux organismes stockeurs et aussi en prenant finalement tous les différents maillons de transformation jusqu'à la distribution. Mhm. Et donc notre travail est de déjà former sur les marchés des matières premières. Il existe des marchés, ce qu'on appelle les marchés à terme, qui permettent donc de se couvrir tant pour les acheteurs et les vendeurs, notamment sur le maïs en France via le marché à terme sur Euronext. Ensuite également de faire ce qu'on appelle du conseil et de l'analyse. Donc ça fait partie intégrante de mon métier, donc de faire de l'analyse de marché, c'est-à-dire de regarder, de faire un état des lieux des niveaux de disponibilité de la demande et de dessiner finalement un équilibre. Et donc cet équilibre finalement aura un impact sur le prix. Et donc c'est pour ça qu'on suit tout au long de l'année finalement l'évolution des cultures et puis aussi l'évolution de la demande, des flux, tant en Europe, mais aussi à l'échelle mondiale, aux États-Unis. Et puis, comme vous l'avez cité, le Mexique est aussi un acteur important sur le marché du maïs, car un des premiers importateurs de maïs, et notamment de maïs américain. Très bien, merci. Et comment on peut expliquer la fluctuation du prix de maïs? Parce que vous êtes dans le marché, vous nous expliquez que vous étudiez l'évolution du maïs, mais nous, en tant que, disons, néophytes de sujet, on ne sait pas. Comment vous arrivez à expliquer cette fluctuation actuelle du prix de maïs? Alors, donc la fluctuation du marché du maïs ou la fluctuation des marchés céréaliers, c'est quelque chose d'assez complexe. Déjà, c'est régi par le rapport de force entre l'offre et la demande. Alors, déjà, si on se place sur le côté de l'offre, on a quatre grands pays qui sont producteurs, mais surtout exportateurs. Donc, sur l'hémisphère nord, on parle des États-Unis, de l'Ukraine, et sur l'hémisphère sud, on parle de l'Argentine et du Brésil. C'est-à-dire que lorsqu'on a un problème de production sur un des quatre grands pays exportateurs, comme c'est le cas cette année finalement avec l'Ukraine qui est beaucoup moins présente à l'export, eh bien les autres pays doivent compenser. Et donc on a une situation qui se tend sur le marché. Ce qu'on suit de très près, c'est évidemment aussi l'évolution du climat. On sait que on a des situations qui peuvent aussi être très compliquées lorsqu'on est sur des années sèches, notamment sur l'Amérique du Sud, comme c'est en train de se profiler sur le Brésil et sur l'Argentine. Et donc, si ça se confirme, eh bien, ça risque de ramener du soutien sur le marché. Après, ce qu'on suit aussi de très près, c'est l'évolution de la demande, Mhm. parce que lorsque la demande est aussi plutôt importante, comme on l'a eu il y a 2 ans avec une demande chinoise qui est passée de 5 millions de tonnes d'import à près de 30 millions de tonnes d'import, évidemment, ça a un impact sur le marché. Et donc, plus on est sur une situation qui est tendue, un rapport de force qui est déséquilibré, avec une demande plus forte que l'offre, eh bien là, on a plutôt des marchés qui sont
qui s'apprécie. Et au contraire, lorsque les productions sont au rendez-vous et que on a une demande qui est plutôt normale, donc c'est-à-dire davantage d'offres que de demandes, au contraire, on a des marchés qui sont plutôt baissiers. Cette année, donc, marché, on est sur des niveaux de prix en maïs, notamment en Europe, qui sont historiquement élevés, Mhm. parce qu'on a une récolte qui est catastrophique en Europe, catastrophique en France. On parle de la plus petite récolte depuis plus de 30 ans en France, depuis 15 ans en Europe, des récoltes aussi décevantes sur les États-Unis. Et si à ça on ajoute toute la partie géopolitique, aussi un impact important, eh bien on a ce cocktail qui finalement vient soutenir le marché. Après, ce qu'il faut aussi évidemment suivre de très près, c'est toute la partie liée au pétrole, parce que un des grands débouchés du maïs, c'est l'éthanol. Hein, Mhm. près de un tiers du maïs consommé aux États-Unis, par exemple, va à destination d'éthanol. Donc, lorsque le prix du pétrole est plutôt faible, eh bien, on a des niveaux de consommation en éthanol qui sont plutôt faibles et donc moins de maïs consommé. Et au contraire, quand le prix du pétrole est plutôt élevé, ça incite euh, à justement consommer du maïs à destination d'éthanol. Et puis il y a également toute la partie, on va dire, financière, qui est aussi important, euh, les différentes économies. C'est sûr que à l'horizon de ces prochains mois, on est quand même avec un risque de récession, de crise assez important, donc qui risque de mettre à mal la demande. Donc finalement, il y a beaucoup d'éléments qui viennent faire fluctuer les prix du marché du maïs, mais la base reste bien quand même finalement le rapport de force entre l'offre et la demande, d'un côté la production et de l'autre une demande qui est quand même principalement destinée à l'alimentation animale. Donc, on peut dire que votre travail de prédiction, on va dire, vous pouvez prédire l'avenir de maïs ou n'importe quelle graine selon la situation et la récolte de chaque année. Donc, c'est-à-dire que la récolte de cette année va impacter le prix et la demande de l'année prochaine. Exactement. On travaille donc évidemment, il faut commencer par les intentions de semis. Déjà avoir des chiffres de surface, donc c'est-à-dire qu'on sait que par exemple sur sur la partie Amérique du Sud, on est plutôt sur une hausse des surfaces, avec une hausse des surfaces notamment au Brésil. Mhm. Ensuite, on suit de très près la météo. Si on a une météo qui est plutôt clémente, on pourra avoir des rendements qui seront plutôt normaux, voire bons. Et au contraire, si on a des problèmes climatiques, là, on aura une baisse de rendement, donc une baisse de production et donc une baisse du maïs disponible sur le marché. Et donc, lorsqu'on a un manque sur un marché, finalement, d'un produit, eh bien, le réflexe naturel, c'est de rationner cette demande par le prix. Et donc, nous, c'est ce que nous suivons, en partant des semis, suivi des conditions de culture, suivi de la demande. Et en fait, ce qu'on veut suivre à la fin, c'est savoir est-ce qu'on aura ou non une tension, quel sera l'état du marché, en fonction de ce que je viens de vous expliquer. Donc, la partie production, offre, mais également la partie demande qui est aussi très importante. Et ce qui concerne la spécificité du marché, et vous avez mentionné tout à l'heure que l'Amérique latine, elle a une place importante par rapport au maïs, et en particulier le Mexique. Pourrez-vous nous expliquer encore plus davantage quelle est la spécificité de maïs en Amérique latine, mais particulièrement le Mexique? Alors, donc le Mexique est un des principaux pays importateurs de maïs à l'échelle mondiale, avec l'Europe, avec la Chine également. Ouais. Et donc, finalement, ça assure la stabilité, on va dire, alimentaire du pays. Bon, une grande partie du maïs quand même va à destination de l'alimentation animale, mais lorsque finalement, comme cette année, le prix du maïs est élevé, eh bien, ça peut mettre à risque les différentes filières, notamment animales, sur le pays. Donc, avec aussi une dépendance qu'il faut noter hein, au maïs américain. Il y a beaucoup de discussions aussi actuellement sur les nouvelles réglementations qui sont en train d'être adoptées au Mexique Mhm. concernant l'arrêt d'importation, l'arrêt d'utilisation de maïs OGM. Il Oui. faut oublier que les États-Unis produisent quasiment exclusivement que du maïs OGM. Donc aujourd'hui, la part de maïs non OGM sur le marché mondial qui est disponible est quand même plutôt limitée. Donc voilà, la place en tout cas du Mexique, c'est un rôle important d'un point de vue importateur. Après, si on va un peu plus au sud, on a une place extrêmement importante on va dire des deux gros pays producteurs qui sont le Brésil et l'Argentine, qui occupent une place d'exportateur, on va dire de mars à octobre, parce que ils ont des récoltes en décalé par rapport aux pays d'hémisphère nord. Et donc, lorsqu'on a un problème climatique
sur cette zone. On sait que sur la période de mars à septembre-octobre, eh bien, on peut être sur une situation qui peut être un peu plus tendue sur le marché du maïs. Ok, très bien. Et si on parle maintenant d'une tension actuellement par rapport au blé, et c'est vrai que notre sujet n'est pas le blé, mais on peut dire que les gens, ils sont peur aujourd'hui, non, par rapport à le blé, le maïs. Quelle est votre prédiction à vous par rapport à ce qui va arriver concernant le maïs en particulier? Alors aujourd'hui, faut bien comprendre une chose, c'est que il y a deux grands courants qui s'opposent sur le marché. D'un côté, on a les craintes de refermeture du corridor qui a été mis en place depuis la mer Noire. Mhm, Il faut oublier que sur le marché du blé, donc l'Ukraine et la Russie pèsent habituellement près de 25 à 30% des parts de marché des flux de blé, et qu'aujourd'hui on est dans un marché qui craint finalement un ralentissement des exports ukrainiens après une ouverture du corridor qui a été mis en place donc depuis début août. Si on rentre dans ce cas de figure, eh bien évidemment, on sera dans une situation qui sera plutôt tendue. À l'inverse, dans le meilleur des cas, et si on continue sur cette lancée, eh bien, on peut se dire qu'il y a pas de crainte à avoir. On restera sans doute sur des niveaux de prix qui seront élevés, mais il n'y aura pas de problème, en tout cas, d'approvisionnement. Il faut pas oublier aussi que face à ça, il y a quand même des craintes assez importantes concernant une crise économique, risque de récession là, sur les prochains mois. mhm. Et bien évidemment, lorsqu'on a une crise économique, une récession assez importante, ça s'accompagne d'une baisse de la demande, du fait de pouvoir d'achat qui serait réduit, et donc une situation sur les marchés qui serait plutôt baissière. Donc comme vous l'avez compris, il y a pas de, je pense qu'il y a aujourd'hui avoir une prédiction nette sur le marché du blé ou sur le marché du maïs, ça reste évidemment très compliqué, Mhm. parce que finalement, ça ne dépend pas du rapport de force entre l'offre et la demande. Ça dépend ici de la situation géopolitique sur le bassin de production de la mer Noire, mais également d'une crise financière qui paraît aujourd'hui très compliquée à prédire euh, sur les prochaines semaines, tant en Europe qu'à l'échelle mondiale. Excellente. Nous vous remercions pour votre temps parce que grâce à cette explication, on peut mieux comprendre un sujet qu'on le voit toujours d'un côté culturel, on le voit aussi au niveau des paysans, mais au niveau économique. Et comme vous le faites, la finance, à travers des finances et l'analyse des graines. Et nous vous remercions pour ce temps que vous nous avez accordé et pour la rencontre Moframex. Merci. Merci à vous.